Bon, vous aimez les juifs? Pareil. Bon, je pense que je vais peut-être désactiver les commentaires d'ailleurs. Mais on va parler des mecs qui aimaient encore moins ça. En 1194, Nicolas II devient le dernier empereur de Russie après la mort de son père Alexandre III. Nicolas II, comme je viens de le dire, c'est le dernier empereur de Russie. Là, je vais pas trop en parler parce que là concrètement, avant de faire cette vidéo, je viens de me lever et rien que de le mentionner, j'ai qu'une seule envie, c'est de me recoucher. Mais ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo complète sur Stockard. Pour décrire en une phrase Nicolas II, je vais citer Lev Nikolaevitch Tolstoï, qui le décrivait comme étant un homme ordinaire, superstitieux et peu cultivé. En cette toute fin du XIXe siècle, la Russie est qualifiée de puissance pauvre, où on parle aussi du retard russe. Faut dire que Nicolas II, et comme son père Alexandre III, sont assez anti-modernité, et pour eux c'est que l'autocratie et la religion orthodoxe qui sauveront la Russie. Les révolutions lui prouveront que non. Tout le règne de Nicolas II sera traversé par divers mouvements de grève et des révolutions, dont les deux qu'on connaît, celle de février et d'octobre 1917. L'autocratie russe tient sur un bon truc, qui est l'Okhrana. L'Okhrana, c'est la police secrète impériale. Elle a été créée en 1831 par Alexandre III, du fait que des révolutionnaires avaient buté son popo Alexandre II, donc il se dit que avoir un petit truc pour infiltrer les mouvements révolutionnaires, c'était sympa. Chez l'Okhrana, c'est un de ses adhérents qui vont nous intéresser, Matvei Vassilievitch Galavinsky. Matvei Vassilievitch Galavinsky est né en 1865 à Ivashevska. Il est descendant d'une famille d'aristocrates dont le tonton a été condamné à 20 ans d'exil en Sibérie, du fait qu'il avait participé à la révolution des décembristes, qui était une révolution qui a eu lieu en 1825 contre l'empereur Nicolas Ier, qui luttait contre la monarchie absolue et qui a merdé. Golavinsky a fait des études de droit. Il sera en soi un étudiant assez ordinaire, mais on verra surtout son côté sans scrupules qui va en ressortir. Dans les années 1890, Golavinsky travaille pour le procureur du Saint-Synode, Pabier de Notsev, une espèce de fanatique chrétien antisémite, qui a notamment aidé à évangéliser des païens de la Volga sous le règne d'Alexandre III. Golavinsky va ensuite travailler au département de la presse, une officine qui surveille les journaux via des mouchards, mais qui aussi permet d'influencer l'opinion en leur fiant des articles tout près. Donc en soi, ça permet à Golavinsky de rester ce qu'il connaît, c'est-à-dire fabriquer des preuves. Avec la mort de Soloviev, qui était le chef du département de la presse, Golavinsky se retrouve un peu cul nu, et en plus t'as Maxime Gorky qui le traite de mouchard. Donc bon, concrètement, le mec se tire à Paris et il va bosser pour l'Okhrana, mais du coup la branche parisienne de l'Okhrana. À Paris, il sera sous les ordres de Ratchowski, un aussi gros antisémite d'ailleurs, donc au moins ils ont quelques points en commun. Cette bande de lurons antisémites, ils ont un petit problème, c'est-à-dire un proche du tsar qui est le comte Sergueï Witte. Sergueï Witte, lui, essaie de moderniser la Russie. Il va d'ailleurs lancer la modernisation, construisant des usines, des chemins de fer. Ce sera très en demi-teinte, c'est pas du tout comparable à ce qu'on aura en France, en Angleterre ou en Allemagne, mais bon, il y a un début. C'est bien. Il y a un début, quoi. Mais également, vu qu'ils sont conscients du retard russe, ils savent que faire un pamphlet anti-modernité, ça va pas trop fonctionner parce que les gens sont tellement dans la merde là-bas que non, beaucoup de gens approuvent quelque part la modernisation. Du coup, ils vont plutôt essayer de fabriquer un complot en se disant que ça, au moins, ça pourra fédérer les gens et surtout éviter que les gens remettent en cause l'autocratie. Matvei Galavinsky va tomber par hasard sur le dialogue de Machiavel et Montesquieu aux Enfers. Ce pamphlet était tombé un peu dans l'oubli, il a été écrit par Maurice Joly en 1864. C'est un pamphlet anti-Napoléon III. Alors Napoléon III, l'Aiglon, c'est Louis-Napoléon Bonaparte, qui est le premier président de la République française, élu en 1848 à la suite d'une révolution, et qui, la Deuxième République, donc qui dure de 1848 à 1852, Louis-Napoléon Bonaparte la nique pour devenir empereur. Maurice Joly, qui est juriste, écrit ce pamphlet contre lui, et tout ça pour se buter en 1878, c'est-à-dire 7 ans après que Napoléon ait abdiqué. C'est moche pour Joly. Concernant le dialogue de Machiavel et Montesquieu aux Enfers, il prend deux personnages historiques qui sont le premier Montesquieu, qui est un philosophe des Lumières, et le deuxième Nicolas Machiavel, un homme politique italien du XVIIe siècle en Italie, qui est réputé pour, en gros, vous voyez Littlefinger dans Game of Thrones, en gros ça, c'est-à-dire l'espèce de fin politicien, dans l'adjectif machiavélique, pour vous dire en gros cette espèce de maître à penser et qui contre tout dans le dos. Pour Nicolas Machiavel, je ne vais pas m'étendre plus loin que ça, faut voir ça pas comme étant une espèce de sadique ou d'opportuniste fini, mais plus comme étant un homme d'État de son époque. C'est-à-dire que pour aller au pouvoir et pour le garder, faut faire des beaux coups de pute. Matvei Galavinsky va garder son petit tic de fabriquer des preuves et va complètement plagier le dialogue de Machiavel et de Montesquieu aux Enfers pour écrire son bouquin, Le Protocole des Sages de Sion. Ce bouquin est censé être le compte-rendu congressionniste de Bâle qui s'est déroulé en 1897
Du 27 juin au 7 février, étalé sur les années 1902-1903, le protocole de sage-gestion va paraître en feuilleton dans la revue Znamia. Le drapeau littéralement russe, une revue ultranationaliste, donc vous doutez bien, pas des plus philosémites. Cette revue est éditée par Sergueï Alexandrovitch Niaus. C'est un moine orthodoxe et descendant d'une famille de protestants suisses, bien antisémite et surtout, complètement hystérique. Mais vraiment taré, le garçon. Voilà, la Russie était pas industrialisée, mais il n'avait carrément pas la lumière à tous les étages. La diffusion des protocoles des sages de Sion va être assez confidentielle, mais va reprendre son importance en mai 1920 où ils seront publiés dans le Times, présentés comme étant un pamphlet inquiétant, mais qui au final approuve complètement la thématique du protocole des sages de Sion. D'ailleurs, cette même année, ils sont traduits en français et en anglais. En février 1941, Catherine de Radziwiłł, une japonaise qui a connu Golavinsky à Paris, témoigne que c'est Golavinsky qui a écrit le protocole des sages de Sion. Elle était poteau avec ce dernier, donc elle a un peu vu le processus se faire. La même année, ils sont traduits en arabe et en italien. Et d'ailleurs, plus tard, en 1928, ils sont aussi traduits en grec, histoire d'avoir un peu de lecture. Le 14 mai 1921, Alexandre Duchela, un noble français converti à l'orthodoxie, va confirmer les propos de Radziwiłł en disant qu'en effet, les protocoles de sage de Sion sont un faux, et il va rappeler notamment le rôle de Ratchowski dans la création du processus. Ratchowski, qui était le chef de la Khana à Paris, rappelez-vous. En août de la même année, Philip Goose, le correspondant du Times à Constantinople, va publier les 16, 17 et 18 août une série d'articles montrant à quel point les protocoles sont le plagiat du dialogue de Montesquieu et de Machiavel aux Enfers. Sa source est Mikhail Lasloviev, publié sur le moment comme étant Monsieur X. Golavinsky, qu'est-ce qui va lui arriver ? Il va mourir en 1920 en Russie, qui sera devenu la RSFSR entre-temps, mais ça limite on s'en bat un peu les couilles. Mais surtout, ce qui est intéressant à faire de sa vie, c'est qu'en 1917, sentant le vent tourner avec les révolutions, il va rejoindre les bolcheviks. Et il va bosser pour Trotsky. Oui, Trotsky. Lev Davidovich Blonstein de son vrai nom. Il va bosser pour lui, il va se faire passer pour un médecin, chose qui n'est absolument pas. Il aura d'ailleurs même le nom du premier médecin qui a rejoint les bolcheviks. Et va fonder avec Trotsky l'Institut de la jeunesse et des sports à Saint-Pétersbourg. Les protocoles des sages de Sion vont aussi être retenus comme étant faux au procès de Berne, qui va se dérouler entre les années 1933 et 1935. Ce procès est intenté par la Fédération suisse des communautés israélites contre le Front National, parti d'extrême droite, ça s'invente pas, suisse. Le protocole avait été publié par Alexandre Fritsch, qui d'ailleurs était son premier traducteur en allemand. Deux accusés seront condamnés, et les protocoles seront reconnus comme étant un faux et un écrit immoral. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire du protocole des sages de Sion, au-delà que c'est un faux grossier et une pâle copie du coup d'un pamphlet anti-Napoléon III ? Concrètement, que cette chronique ne sert à rien. Parce que le fait de parler de la rumeur, c'est alimenter la rumeur elle-même. J'ai parlé des protocoles des sages de Sion et de comment ils avaient été créés, mais même si j'ai démontré que les protocoles sont un faux, ceux qui croient fermement au complot juif continueront d'y croire. Par exemple, Alexandre Duchela, lorsqu'il avait rendu visite à Sergueï Nilus, et que Sergueï Nilus lui avait montré le protocole des sages de Sion, Alexandre Duchela lui avait fait part de son scepticisme en trouvant cet écrit trop grossier et comme étant pas crédible. Alexander Nilus, du coup, s'était dit que si le protocole était faux, et que donc l'écrit était faux, mais le complot pouvait quand même être vrai. Et c'est ça le problème des théories du complot. C'est pas parce que vous les démontez que les gens arrêtent d'y croire. Avec la création de l'État d'Israël, le protocole des sages de Sion, qui par exemple avait connu une diffusion très très limitée dans les pays arabes, il avait été traduit en 1922, était pas mal distribué chez les frères musulmans, mais globalement, il n'avait pas eu beaucoup de lecteurs. Il faut savoir que l'antisémitisme dans les pays arabes est quelque chose de très très anecdotique jusqu'à la création de l'État d'Israël. Par contre, avec la création de cet État, là les protocoles de sages de Sion ont trouvé un meilleur écho. Il est encore d'ailleurs pas mal vendu en Égypte. Il est aussi toujours très utilisé au Hamas. En général, dans l'Europe occidentale, il circule beaucoup à l'extrême droite. Vous pouvez d'ailleurs même le trouver dans pas mal de librairies, pas forcément en FAF en Russie. Il est encore vendu un peu partout. Tout ça pour vous dire qu'on a beau démonter une croyance fausse, les gens continueront d'y croire. Vous n'avez pas les protocoles des sages de Sion, mais vous avez l'exemple actuellement avec, je sais pas moi, le fait que l'homéopathie n'ait pas d'efficacité au-delà du placebo, le fait que les vaccins ne rendent pas autistes mais les gens continuent de croire à ça, le fait que la Terre ne soit pas plate mais que les gens continuent de croire à ça, le fait du ruissellement de l'économie libérale. Du coup, même si les gens continuent de croire en des conneries, même si on démontre que c'est faux, on va dire qu'on est quand même resté plus développé que ça, c'est-à-dire que on va pas trouver une minorité opprimée pour dire que c'est à cause de nos soucis, hein ?
Et du coup, pour conclure, je vais citer une citation de Winston Churchill, un homme qu'on aime tous en général. En violente opposition à tout ce domaine d'efforts juifs se dressent les intrigues de l'internationale juive. Les membres de cette sinistre confédération sont pour la plupart des hommes qui ont grandi au sein des populations malheureuses de pays où les juifs sont persécutés en raison de leur race. La plupart, sinon tous, ont abandonné la foi de leurs ancêtres et détaché leurs esprits et des espoirs spirituels de l'au-delà. Ce mouvement, parmi les juifs, n'est pas nouveau. Depuis le temps de Spartacus Weishaupt jusqu'à Karl Marx et Trotsky, Russie, Béla Kun, Hongrie, Rosa Luxembourg, Allemagne et Elma Goldman, États-Unis, cette conspiration mondiale fondée sur un réel développement, une haine envieuse et une impossible égalité n'a cessé de croître. Comme l'a si bien montré un auteur moderne, Mr. Webster, elle a joué un rôle clairement perceptible dans la tragédie de la Révolution française. Elle le ressort de tous les mouvements subversifs au cours du XIXe siècle. Et voici enfin que cette bande de personnalités extraordinaires des bas-fonds des grandes villes d'Europe et d'Amérique a empoigné le peuple russe par les cheveux pour devenir pratiquement les maîtres incontestés de cet immense empire. Putain, et ça va qu'à lutter contre les nazis après.